B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans B2B en partenariat avec la GFI et son rédacteur en chef Frédéric Lelièvre. Bonjour. Bonjour Vincent. Cette semaine, nous recevons un entrepreneur qui s'est fait plutôt discret ces dernières années, dans les médias en tout cas, depuis que Swisscom est entré au capital de sa société, c'était en 2016. C'est une société qui ne cesse de grandir à travers toute la Suisse. Elle vient d'ouvrir un bureau à Berne. Elle grandit aussi jusqu'au Vietnam. Cette société, c'est Open Web Technology, qui conseille ses clients dans leur stratégie numérique, leurs projets numériques. Pour être concret, ils ont aidé Medgate, le grand service de télémédecine, à compléter son offre de conseil téléphonique par une app. C'est une entreprise donc qui fait l'actualité aussi, Frédéric. Absolument, Vincent. Elle vient aussi de s'allier au Centre suisse d'électronique et de microtechnique, le CSEM à Neuchâtel, grand centre d'expertise en Suisse. Le directeur d'Open Web Technology, Frédéric Veil, nous en dira plus. Bonjour et bienvenue, Frédéric Veil. Bonjour à vous. Bonjour. Frédéric Veil, nous allons faire connaissance avec vous aujourd'hui, notamment grâce au quiz Utile-Futile qui arrivera en fin d'émission. Et puis maintenant, portrait. Frédéric Veil, merci de nous accorder du temps aujourd'hui. Vous êtes ingénieur de formation, diplômé de l'EPFZ. Pour commencer, est-ce que vous vous définissez plutôt comme un ingénieur ou comme un entrepreneur ? Je dirais que je suis principalement un ingénieur. La définition de l'ingénieur étant une personne qui a tendance à se focaliser sur le demi-verre vide, donc à regarder les problèmes qui ne vont pas. Et je crois qu'au quotidien, dans tout ce qu'on fait, on garde ce gène. Après, on utilise un peu ce qu'on a appris dans notre métier d'ingénieur pour devenir un entrepreneur et essayer d'en faire quelque chose. Beaucoup de diplômés de l'EPFL ou de l'EPFZ le disent, hein, c'est une philosophie ingénieur. On apprend à être curieux. On fait comment pour le rester ? On apprend à être curieux avec les années. Maintenant, j'ai fêté les 30 ans de mon diplôme l'année dernière. Et comme je le dis souvent aux jeunes ingénieurs qu'on recrute chez Open Web Technology, le métier d'ingénieur, on apprend à regarder tout ce qui ne fonctionne pas dans un produit, dans un service. Et donc, on développe aussi dans notre vie de tous les jours une capacité à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas, ce qui pour l'entourage n'est pas toujours très, très drôle. Donc, je dirais qu'avec les années, j'ai aussi appris à regarder ce qui fonctionne et à changer un peu la manière dont je vis pour me focaliser sur les choses un peu plus positives. Répondre à une problématique, ça fait des ingénieurs de bons entrepreneurs du coup ? Je crois que la formation d'ingénieur, avec tout ce qu'elle inclut en Suisse aujourd'hui, apprend aux gens à vraiment entreprendre, c'est-à-dire à oser lancer quelque chose, un produit, un service. Donc oui, la formation d'ingénieur est synonyme généralement de bons entrepreneurs. Ce n'est pas la seule source, mais c'est généralement un bon début. À propos d'entrepreneur, vous n'avez pas toujours été entrepreneur, mais si mes chiffres sont bons, en 2004, vous avez cofondé une entreprise qui s'appelait Optaros, spécialisée dans les logiciels libres. C'était entre Genève et Boston. Est-ce que c'était votre première réelle aventure entrepreneuriale ? Non, alors pas vraiment. En fait, j'ai eu la chance, après l'école polytechnique fédérale à Zurich, de rentrer dans des grands cabinets américains, d'apprendre à développer, notamment aussi Accenture, où je développais, donc on faisait vraiment du code. Aventure très agréable, mais assez rapidement, j'ai eu la chance de rejoindre une petite entreprise qui développait des logiciels sur mesure pour Nestlé. Et ça, c'était déjà avant l'an 2000. Et c'était la première vraie aventure entrepreneuriale. Ensuite est venu Optaros et ensuite est venu Open Web Technology. Première aventure, mais vous étiez encore salarié ou au contraire, vous étiez associé ? Alors absolument. Moi, ma génération, donc, qui a quand même maintenant un certain âge, se lancer et financer la première aventure, c'était pas obligatoirement très facile. D'abord, j'ai eu la chance d'avoir 4 enfants très jeunes. Déjà, il faut les assumer. Et puis ensuite, si je compare aujourd'hui, les jeunes, assez rapidement, ils osent se lancer, ils prennent le risque qu'il faut, ils trouvent un peu d'argent pour financer leurs premières idées, ou ils se serrent la ceinture. Pour ma génération, j'ai quand même dû travailler 20 ans pour pouvoir commencer à
financer la suite qui est devenue Open Web Technology. Il y a le mythe du self-made man. Personnellement, vous aviez envie de ce statut d'entrepreneur ou c'est arrivé en fait parce qu'il y a un projet, ça en est découlé, hein, de l'entrepreneuriat? Je crois que je suis vraiment devenu entrepreneur ou self-made man, comme vous dites, principalement parce que la plupart de mes chefs avaient plus envie de travailler avec moi. Donc c'est un peu devenu par défaut. C'est-à-dire que pour être entrepreneur, il faut quand même avoir des idées assez claires sur ce qu'on veut faire. Il faut avoir un caractère assez posé, trempé, ce qui était mon cas. Et assez rapidement, je me suis dit que j'arriverais mieux à faire les choses si on ne me les explique pas. Et c'est comme ça que j'ai vraiment pris le risque et j'ai aussi eu l'opportunité de le faire puisque, comme je vous l'ai dit, après 20 ans de carrière, j'avais un peu d'argent et j'ai eu la chance de pouvoir l'investir dans cette aventure. Donc ça n'a pas été difficile pour vous de vous affirmer en tant qu'entrepreneur, patron, avec des équipes qui dépendaient de vous? Affirmer, non. Prendre le risque au quotidien, surtout au début, c'est pas facile. Donc faire le passage de salarié, on a un salaire tous les mois, à se lancer en sachant pas ce qui se passera le lendemain, ce risque-là est pas facile. C'est toujours plus facile quand on a fini puis que ça s'est bien passé. Pour la plupart des gens, ça se finit mal quand même, hein, il faut quand même le rappeler. Ça se finit mal financièrement. Ensuite, l'aventure, l'expérience est exceptionnelle. Le lieu a aussi son importance, où on se lance, les conditions cadres, comme on les appelle. Vous habitez depuis pas mal d'années à Zurich. Vous l'avez mentionné, on l'a mentionné, si vous avez fait vos études à Zurich. Est-ce que c'est un passage obligé en Suisse pour être entrepreneur? La force d'attraction de Zurich, quelle est-elle? C'est un petit peu différent. Moi, j'avais mon réseau en Romandie. Je suis genevois à la base. J'ai grandi à Genève. J'ai fait mes études à Zurich, mais mon épouse a toujours souhaité habiter à Genève. Donc, j'avais ce point fixe à Genève. Et puis, à un certain moment, une fois qu'on a fait le tour de la Romandie, c'est quand même un petit marché. Si on a envie de s'étendre, la Suisse allemande est toujours le rêve du roman, c'est d'aller réussir en Suisse allemande. C'est pas obligatoirement facile, mais bon, j'ai fait le choix d'aller m'y installer. Et puis surtout, j'ai eu la chance de travailler avec le groupe Swisscom. On y reviendra sans doute dans un petit moment. Et puis la famille Swisscom est quand même très très implantée en Suisse allemande et m'a bien aidé à ouvrir des portes. Est-ce qu'un patron genevois est crédible quand il arrive à Zurich? Non. Alors en Suisse allemande encore aujourd'hui, je suis perçu, même si j'habite à Zurich, même si je me bats, je pense pas que j'ai un don pour la langue suisse allemande, mais même si je me bats pour parler allemand, je suis toujours perçu comme un Genfer. Voilà. C'est Du bist ein Genfer, c'est ce que j'entends à peu près. C'est pire qu'un Welsh. Ah non, il y a le suisse romand puis il y a le genevois. Mais oui, le Genfer, c'est quand même une race à part. Et on n'arrive pas à enlever l'autocollant. Question un peu plus personnelle maintenant, Frédéric Vell. Vous êtes plutôt écureuil ou alouette? Alors, très drôle. Ce sont deux hélicoptères. Hein, voilà, absolument. C'est deux hélicoptères. Moi, j'ai une tendresse pour l'alouette parce que j'ai eu la chance d'en voler une. Mais aujourd'hui, c'est quand même l'écureuil qui est la machine la plus agréable à voler. Vous êtes pilote d'hélicoptère. C'est un travail vraiment d'ingénieur. On ne peut pas vraiment s'illustrer et créer de l'originalité en fait quand on pilote. Ou oui? Non. Alors, il faut surtout pas créer de l'originalité quand on pilote. Je dirais que le métier de pilote, si on peut l'appeler comme ça, ou la passion de pilote, c'est simplement de suivre les procédures qui ont été définies par d'autres ingénieurs. Donc, c'est ce qu'on s'applique au quotidien. Ces procédures, on les met parfois, on les remet en question, on essaie de les... Non, on essaie de comprendre. On essaie d'améliorer, mais au contraire, on ne remet jamais en question. On suit ce qui nous est imposé. En fait, le métier de pilote aujourd'hui, c'est beaucoup de liberté, mais c'est aussi une rigueur sur la manière dont on utilise la machine. Dans cette deuxième partie, nous nous intéressons à l'entreprise Open Web Technology. Alors, avant de parler de son alliance avec l'Oxem à Neuchâtel, qui vient d'être annoncée, un bref retour sur le passé. Frédéric Veil, vous avez créé l'entreprise il y a près de 15 ans. Sur quelle intuition et à quoi ressemblait le marché à l'époque? C'était vraiment Alors peut-être je commence depuis le début. Moi, j'ai toujours travaillé dans les nouvelles technologies, dans le développement de logiciels. Lorsque l'iPhone est sorti, qui correspond à peu près à la 2007, création, oui, absolument, à peu près à la création de l'entreprise. Le gros problème qu'on avait, c'est qu'on avait des systèmes informatiques compliqués, des manières d'interagir avec les logiciels qui étaient compliqués. Et puis l'iPhone a permis de simplifier tout ça.
Alors, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur l'interface utilisateur, sur le graphisme, sur comment on utilise. Nous, c'était pas trop notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est de faire les systèmes compliqués qui sont derrière, pour faire en sorte que quand vous appuyez sur un bouton, les choses se passent sans qu'on s'en rende compte. Et voilà, la création de l'entreprise et l'iPhone ont un peu été synchronisés. On mentionnait en introduction que voilà, vous avez travaillé avec Medgate sur les plateformes Oui. numériques mobiles médicales. Aujourd'hui, il y a cette alliance ou ce partenariat avec le centre de Neuchâtel. On peut peut-être clarifier. Donc, c'est pas vraiment une fusion. Est-ce qu'il y a un accord capitalistique ou c'est Non, absolument pas. C'est vraiment un partenariat. Les métiers d'ingénieur, comme beaucoup de métiers, c'est aussi des métiers de relations entre personnes. Et on a des très bonnes relations avec le CESEM depuis maintenant quelques années. Et puis, on a des profils d'ingénieurs qui sont complémentaires, mais qui se comprennent. Et naturellement, on a décidé de faire ce partenariat pour avancer de manière un petit peu plus coordonnée sur nos offres de services. Un exemple concret de ce qui pourrait découler de cette collaboration en termes de produits? Par exemple tout bête, aujourd'hui on débute, donc c'est pas qu'on a des exemples très concrets, mais des exemples tout bêtes, c'est ce que le XEM fait énormément. C'est tout ce qui est technologie compliquée, on va dire un peu hardware, donc par exemple des capteurs ou des choses comme ça. Nous, notre métier, c'est de faire en sorte que les utilisateurs puissent avoir accès à l'information qui est gérée par ces capteurs de manière simple. Donc aujourd'hui, de lier ces deux compétences, c'est assez compliqué. On espère au travers de ces partenariats qu'on va réussir à gérer des données intelligentes, ça c'est le boulot du XEM, et puis nous les analyser, les présenter de manière intelligente aux utilisateurs. C'est ce qui est notre compétence à nous. Dans l'actualité récente aussi d'Open Web Technologies, il y a l'ouverture d'un bureau à Berne. Vous êtes présent presque partout en Suisse, je ne crois pas au Tessin, sauf erreur, mais Genève, Lausanne, Bâle, Zurich évidemment, et puis Berne. À Berne, il est fait mention de collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique. Alors, on sort de la pandémie, moi je ne résiste pas à vous poser la question, c'était la caricature pendant la phase aiguë de la pandémie où on communiquait par fax visiblement le nombre de patients Covid. Est-ce que Open Web Technologies va aider l'OFSP à franchir le pas numérique? Oui, bon, ça c'est une petite anecdote. La Confédération, bon, comme vous le savez, peut-être un petit rappel rapide, mais en 2016, Open Web Technologies, on s'est marié avec le groupe Swisscom. On a créé la société. 50% du capital, et c'est toujours le cas. Hein, ils sont toujours qui sont devenus Swisscom Digital Technologies SA, offre de services qui est, on va dire, la même que ce qu'était Open Web Technologies, mais en bénéficiant de tout le réseau de clients de Swisscom. Et donc, la Confédération au sens large. L'actionnaire, il faut vous rappeler, elle est l'actionnaire, elle contrôle Swisscom. Voilà. La Confédération au sens large, on aime bien se moquer d'elle, mais souvent elle est très en avance. Et si on regarde dans le domaine de la santé, beaucoup des initiatives qu'elle avait, elle a pu réagir si rapidement parce que les systèmes étaient prêts. Donc nous, on a mis en avant ce qu'on fait avec eux, évidemment, au moment de la pandémie. Il y a tout de même des fax envoyés au début de la pandémie. C'est pas une, il y a peut-être eu quelques fax, mais il n'y a pas que à la Confédération qu'on utilise encore des fax. Mais beaucoup de l'échange de données, du traitement des données, les systèmes étaient prêts pour pouvoir faire ce que chacun utilisait au quotidien. Et on aime bien les aider à cela. Et on aime bien aussi beaucoup apprendre d'eux, parce qu'on apprend beaucoup des équipes de la Confédération. Vous dites que la Confédération est très en avance. Alors, est-ce qu'elle communique suffisamment sur cette avance? Peut-être pas, sans doute pas. Je ne crois pas que ce soit dans son ADN de beaucoup communiquer. C'est quand même des structures compliquées. C'est souvent des projets un peu confidentiels sur lesquels ils travaillent. Et donc, c'est vrai qu'il y a une culture de la communication qui n'est pas obligatoirement là. Il y a aussi une culture de se moquer de la Confédération qui est là. Je ne fais pas exception. Hein. Je vois un peu ce que disent mes collègues dans les couloirs. Voilà. C'est dans la nature humaine de rigoler des autres. Aujourd'hui, Open Web Technologies, c'est à peu près 200 employés. Est-ce qu'on peut avoir une idée de l'ordre de grandeur du chiffre d'affaires fait? On ne communique pas les chiffres. On est consolidé dans les chiffres de Swisscom. Donc, il faut aller regarder le rapport annuel de Swisscom, qui est toujours très intéressant à lire. Hein. Il est très bien fait. Il y a plein d'informations. On ne communique pas les chiffres. Ces chiffres-là ne figurent pas dans non. le rapport. J'ai été regardé. Mais on est une petite partie, je vous rassure. Oui. Peut-être un point, vous avez mentionné notre bureau de Berne, notre bureau de Bâle, tous ces bureaux. Peut-être qu'on viendra là-dessus, mais pourquoi on ouvre tous ces bureaux? C'est pas pour faire des press releases et parce qu'on est heureux d'avoir un bureau à Berne. C'est parce que le grand défi pour des entreprises comme nous, c'est de trouver les ingénieurs.
Et nous, on aime bien trouver des ingénieurs en Suisse, on aime bien former des ingénieurs, on aime bien recruter des gens jeunes et les former sur nos méthodologies, sur notre savoir-faire. Et à l'époque, c'était assez facile. On ouvrait un bureau quelque part, les gens venaient travailler pour nous. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué, donc il faut se rapprocher d'eux. C'est pour ça qu'on ouvre tous ces bureaux et peut-être qu'on ouvrira un bureau Tessa un jour s'il le faut. C'est intéressant que vous mentionniez cette difficulté de recruter, parce que sur votre site, si c'est juste, il y a 41 postes sont actuellement ouverts. C'est extrêmement varié, différents, des développeurs front et back-end, plein de formations très techniques, pointues. Mais 41 postes, vous êtes 200, on l'a mentionné. C'est beaucoup de monde. Est-ce que c'est le signe d'une forte croissance ou au contraire que ces postes sont difficiles à pourvoir? Non, alors deux choses. Il faut bien le comprendre. D'abord, on a 200 personnes, mais pour garder 200 personnes dans notre industrie, c'est compliqué. On en perd à peu près 25% par an. Donc déjà, il faut qu'on remplace les 50 personnes qui nous quittent chaque année. Ils vont où? Pas parce qu'ils ne sont pas contents, parce que généralement, un jeune ingénieur vient chez nous pour apprendre un métier. Il l'apprend assez vite, et puis ensuite, il va dans les gens qui le recrutent, donc souvent les grosses boîtes américaines, qui recrutent à des niveaux de salaire qui sont pas obligatoirement ceux qu'on peut payer nous. Et puis également toutes les grandes entreprises de Suisse. Donc déjà, il faut qu'on remplace 50 personnes par an juste pour rester à la taille qu'on a. Et ensuite, on a quand même une croissance ou un objectif de croissance qui est assez grand. Aujourd'hui, notre principale limitation à la croissance, c'est le recrutement des gens, formation des gens. Vous dites que l'objectif de croissance est grand, mais qu'est-ce que ça veut dire chaque grand? année, on fait à peu près un budget de 20-25% de croissance. Alors, il y a des années, on y arrive, et puis d'autres années, on n'y arrive pas. Vous évoquez les grands salaires des GAFAM. Quels sont les leviers actionnés par les candidates, les candidats pour obtenir un poste? Est-ce qu'il y a d'autres conditions attendues? Alors, énormément, mais oui, la réponse à votre question, c'est qu'il y a d'autres choses qui sont attendues, par exemple la balance vie professionnelle, vie familiale, les horaires de travail, les collègues, ce qu'on peut apprendre de nos collègues, la culture d'entreprise, où elle se trouve, donc où je vais pouvoir travailler. Depuis quelques années, puis évidemment ça s'est renforcé ces dernières années, c'est le home office, la fameuse discussion du home office. Donc il y a plein d'éléments. À la fin, la vie coûte cher. Et même si on offre plein de choses qui sont géniaux, le premier étant la qualité des projets, l'innovation qu'on peut mettre sur les projets, ce que les gens apprennent. Le prestige de la marque aussi? Le prestige de la marque, tout à fait. Mais à la fin, les gens doivent vivre. Donc, lorsque vous avez des entreprises qui vous offrent, je ne sais pas, 50% de salaire en plus, simplement parce que vous les rejoignez, ça devient difficile de les garder. 50%, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce que les gens comprennent pas obligatoirement toujours, c'est que dans les métiers de l'ingénierie, en particulier de l'informatique, un bon développeur, c'est très rare. Et un bon développeur, c'est une ressource qui n'a pas de prix. Surtout le développeur, je parle du développeur, pas l'informaticien qui sait utiliser un iPhone, mais vraiment le développeur. Donc un bon développeur, une fois que chez nous, pendant 1, 2, 3 ans, ils ont été formés, évidemment ces gens-là communiquent sur les réseaux sociaux, sur les plateformes. Donc ils sont identifiés, et puis ils sont assez vite identifiés dans les communautés comme étant bons, et puis voilà. Et puis on leur fait des offres qui sont très attractives, et tant mieux pour eux. Moi, je m'en plains pas, mais c'est clair qu'aujourd'hui, c'est un problème. Marché comme ça. Vous avez évoqué la formation à plusieurs reprises. Open Web Technology participe aussi du soutien École 42 à Lausanne, qui se développe aussi à Zurich. Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi un problème de formation? On ne forme pas assez de développeurs en Suisse? Il suffit, si vous voulez vous amuser une fois, vous allez sur les écoles polytechniques au moment de leur forum de recrutement, en octobre à l'EPFL, et puis là, prochainement au Poly à Zurich. Il y a environ 40 élèves qui ont envie de développer. Il y a beaucoup d'informaticiens qui ne développent pas, donc ils veulent devenir entrepreneurs. Donc ils savent faire du Excel, ils savent faire des plans, ils savent faire du marketing, ils ne savent pas développer. Un bon développeur, donc un bon ingénieur informaticien, il y en a une 40aine par an. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. En quelques mots, ça veut dire quoi un développeur? Qu'est-ce qu'il fait? Un développeur, c'est quelqu'un qui trouve du plaisir à passer sa journée devant un écran, à inventer des algorithmes. Voilà, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est compliqué. C'est compliqué pour des jeunes personnes de se projeter face à un écran toute la journée. Donc, il faut leur montrer la beauté du métier. Et vous parliez de l'école 42. Pour nous, l'école 42, on a été un des premiers sponsors. L'école 42, très rapidement, le concept de l'école, c'est en gros des gens qui n'ont pas un background académique, une possibilité d'apprendre le métier de développeur, avec un concept qui est très, très bien. Nous, notre but avec l'école 42, et le but de l'école 42, c'est d'arriver à attirer un public féminin.
Moi, je suis convaincu que le métier de développeur, mais depuis longtemps, c'est pas nouveau, mais je suis convaincu que le métier de développeur, c'est un métier qui est fabuleux pour une femme, pour une maman, pour quelqu'un qui travaille à temps partiel. Et on ne fait pas du tout de publicité pour ce métier-là, pour cette catégorie de gens-là. Donc l'école 42 peut aider ces gens-là à accéder à ce métier. En tous les cas, on l'espère. On parle aussi d'arrivée de réfugiés d'Ukraine. Il y a de grandes compétences là-bas. Bien sûr. Beaucoup sont des femmes. Ça veut dire que vous voyez d'un bon œil que certaines de ces Ukrainiennes qui peuvent travailler deviennent codeuses ici? Nous, déjà, notre but, c'est de trouver des femmes. Donc, pour un métier comme le nôtre, ça a été compliqué d'accepter le temps partiel. Au début, il y a encore quelques années, le métier n'était pas compatible avec le temps partiel. Maintenant, on s'est organisé pour pouvoir le faire. Les outils permettent de le faire. Donc, on veut trouver des femmes. Après, si en plus, on peut aider des femmes ukrainiennes ou d'autres géographies, on est très, très heureux. Mais le métier, c'est vraiment de faire comprendre à la gente féminine que le métier de développeur est un métier très glamour et très attractif. Frédéric Weil, avant de passer au quiz utile-futile, dernière question au niveau des ingénieurs. On l'a beaucoup vu avec principalement les fers de lance des GAFAM. Il y a une starification du métier d'ingénieur. Comment vous percevez cette tendance ? La starification du métier d'ingénieur, c'est peut-être une vue externe, parce qu'à l'intérieur, je ne suis pas sûr que les gens se prennent pour des stars. Aujourd'hui, c'est clair que beaucoup d'ingénieurs qui sortent de nos écoles polytechniques, on leur a mis dans la tête qu'ils vont tous être Elon Musk. Donc c'est clair que c'est très, très motivant. Après, un Elon Musk, on oublie juste de leur dire qu'il y en a un tous les 10 ans. Alors tant mieux, les gens se projettent, espèrent l'être. C'est fabuleux. Nous, on leur rappelle toujours, la première chose qu'on leur explique quand ils arrivent chez nous, c'est que Elon Musk, à la base, c'était un bon développeur. Il faut déjà apprendre le métier de développeur. Frédéric Weil, pour terminer, quiz utile-futile, on va vous proposer de terminer avec ça. Frédéric, je vous laisse l'honneur pour la première question. Merci Vincent. Un peu de mémoire, exercice de mémoire, Frédéric Weil. Votre premier téléphone portable, quel était-il ? C'était un Nokia. Je me souviens de la première fois que j'ai reçu un SMS, c'est surtout ça qui est gravé dans ma tête. C'était Recevoir un message. vous vous J'étais souvenez ? à l'armée, pour tout vous dire, donc ça remonte. Ça devait être en 1988. je L'armée pense. vous convoquait ou bien c'était quelqu'un qui... Non, j'étais à l'armée et tout d'un coup, j'ai reçu un message de ma femme. Voilà, c'était fabuleux. Et votre dernier téléphone portable ? Ah ben, un iPhone obligatoirement. Qu'est-ce que vous regrettez, si vous regrettez quelque chose, de la vie d'avant, avant d'avoir vendu la moitié de votre entreprise à Swisscom ? Alors, pas grand-chose. Je veux dire que Open Web Technologies, aujourd'hui, et c'est la force du groupe Swisscom, c'est qu'ils nous ont laissé nous gérer et nous développer de la manière dont on le veut. Donc, ils nous aident, mais ils nous imposent rien. Donc, la vie d'avant, qu'est-ce que je peux dire ? Peut-être d'être un peu moins dans des meetings internes en Suisse alémanique, mais c'est la seule différence. Est-ce que vous êtes Bitcoin ou Ethereum ? Un Bitcoin. Pourquoi ? Un Bitcoin, pour une raison simple, c'est qu'au tout début du Bitcoin, il y a bien longtemps, j'ai 4 filles. Une de mes filles ne comprenait pas ce que c'était. Et par erreur, vraiment par erreur, j'en ai acheté un. Au tout début, ça veut dire... Non, au tout début, c'était il y a quelques années. Et voilà, puis depuis, il a toujours monté. Et j'avais fait le deal avec ma fille qu'on fera moitié-moitié le jour où on le vend. On l'a toujours pas vendu. Si vous deviez expliquer ce qu'est un Bitcoin en une phrase. C'est impossible. C'est une monnaie comme une autre. Voilà, il faut le voir comme ça. Alors, on parle d'une monnaie. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise, Frédéric Weil, que vous avez sous-estimée, peut-être à ses débuts, et qui vous a bluffé ? Bon, alors, la première, mais ça remonte, et bon, ça sera, je pense que les plus anciens comprendront, mais c'était Google. Google qui a été créé et géré par un de mes anciens collègues dans une entreprise américaine qui nous avait proposé, le jour où Google est passé en bourse, il faut savoir qu'ils n'arrivaient pas à vendre leurs actions quand ils ont passé en bourse, d'acheter des actions Google à un prix privilégié, et que nous, comme grands visionnaires, on a tous décidé de ne pas le faire. Est-ce qu'il y a une rencontre qui a vraiment changé votre vie d'entrepreneur ? Une rencontre, non. En revanche, il y a quelques clients qui m'ont fait confiance assez rapidement et qui m'ont toujours tendu la main et permis de créer l'entreprise qui est devenue Open Web. Merci Frédéric Weil de nous avoir accordé du temps aujourd'hui dans B2B. Je vous en prie. Merci Frédéric Weil.
Merci Frédéric Lelièvre. Merci Rédacteur Vincent en chef Magny. de la GFI. On se retrouve la semaine prochaine dans B2B pour partir à la rencontre de nouvelles entrepreneuses, de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. Portez-vous bien, à bientôt. B2B, en partenariat avec la GFI. Retrouvez chaque semaine une personnalité romande, monde de l'économie, portrait, entrepreneur et innovation. Rencontre avec les femmes et les hommes qui font la Suisse romande. B2B. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.